Cher DG, bonsoir. Bienvenue à un nouveau segment de MLC Fort, une toute nouvelle formule que nous vous proposerons ce soir. Ledge, votre humble serviteur, bien sûr, toujours prêt à vous servir et fidèlement accompagné cette année encore et pour toujours de mon acolyte Champ. Salut Champ. J'aime vraiment le pour toujours. Salut Ledge. Donc, on vous propose une formule un peu ludique de MLC Fort. En fait, c'est la ML prend de l'âge, nous aussi, Oui. d'ailleurs. Donc, on prend quelques années à chaque année. Oui, c'est bien dit, ça. Des cheveux un peu qui commencent à être un peu plus grisâtres. Voilà. Et on veut essayer de faire une espèce de récapitulatif 10 ans plus tard. Donc, cette année, on aura le repêchage 2018. On s'est posé la question de quoi avait l'air le repêchage 2008. Puis on trouvait intéressant de pouvoir partager un petit peu, que ce soit les anecdotes ou encore les petites trouvailles qu'on a par rapport à ce repêchage-là, que ce soit au niveau hockey avec les choix, mais également, ça peut être au niveau dans la société en général, qu'est-ce qui s'est passé, ou encore de se poser la question, de se remettre en perspective ce repêchage-là, où se passait-il, etc. Donc, on a fait des petites recherches, puis en 2008, on s'est posé la question, la première question qu'on s'est posée, c'était quoi la toune de l'été cette année-là? C'est quoi ta toune? C'est quoi ta toune? Donc, la toune de l'été en 2008 était Katy Perry, I kissed a girl, I liked it. Donc, c'était la chanson. Bravo à Cham d'ailleurs qui a réussi à retrouver cette chanson-là. Par la suite, quand on a été consulter les archives du Journal de Montréal, c'était bel et bien la chanson de l'été. Donc, écoute, je me mérite quoi comme prix? Ah, écoute, tu te mérites. Peut-être un voyage? Peut-être même un voyage. Ah, mais tant mieux. Tant mieux. Donc, en 2008 également, une année importante parce que le président des États-Unis, Barack Obama, venait d'être nommé en novembre 2008. Là, c'est un petit peu après le repêchage, mais quand même un moment marquant dans l'histoire des États-Unis. Pour le Canadien de Montréal, très belle année. C'est l'année où Plekanec et Andrei Kostin et Kovalev avaient fait la pluie et le beau temps. Je pense l'année que Kovalev était là, d'ailleurs, quand il avait perdu son casque, il avait déjoué Chara. Oui, c'est ça, une main ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. C'était on avait dit que c'était le retour du démon blond. Oui. D'ailleurs, j'étais présent à ce match-là contre les Bruins de Boston en séries éliminatoires. Est-ce que c'est l'année que Ryan O'Byrne a marqué dans son propre filet? Oh, ça, c'est une bonne question. Je pourrais pas te confirmer ça. Là, mais bref, ça nous remet un peu l'époque. Là. Oui, exact. Et le Canadien avait fini premier de l'Est, avait réussi à vaincre les éternels Bruins de Boston en séries éliminatoires, mais s'était malheureusement incliné contre les Flyers de Philadelphie. C'est l'année où les Justiciers masqués avaient fait leur fameuse chanson « Je déteste les Flyers ». Donc effectivement, ça nous remet quand même dans le contexte et tout ça. Et pour rappeler la mémoire du repêchage comme tel, tant au niveau de la Money League que de la Ligue nationale de hockey, le premier show au total cette année-là avait été celui de Steven Stamkos. Exact. Puis le repêchage de 2008 pour la MLS, c'était un repêchage super important parce que c'était l'arrivée de deux équipes d'expansion. Comme quoi, plus ça change, plus c'est pareil. À l'époque, j'arrivais avec le Wild du Minnesota et puis les Panthers de la Floride également arrivaient en même temps et avaient dû trouver un directeur général d'urgence. Parce qu'à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens, mais Jed, Georges-Émile Durand, était supposé être le directeur général. Le tournoi de Pee-Wee de Québec. Le tournoi de Pee-Wee de Québec. Et finalement, il s'est désisté à la dernière seconde. Donc, Clumsy avait fait le repêchage d'expansion. Et puis, on avait trouvé un DG à peu près à un mois avant l'expansion. Et ça l'a paru. Vous allez voir là, dans les résultats, ça l'a paru sur la franchise. Puis, ça l'a un peu dormi d'ailleurs, cette franchise-là, pendant plusieurs années. Donc, le repêchage de 2008 aussi, c'est le premier repêchage qu'on veut qui est une suite. C'est-à-dire que 2007 a été le premier repêchage qu'on s'est réuni avec Pascal au 4 Point by Sheraton, le très beau repêchage luxueux. Et, des chambres luxueuses pour une bouchée de pain, ça on aime toujours ça. Maintenant, on a des chambres pour une bouchée de pain, mais ils ont l'air de moins bouchée de luxueuses, disons. Oui. Et puis, on se demandait est-ce que ça allait être aussi bon, ce repêchage-là, et pas. Et puis finalement, ça a été également le premier repêchage et le seul que Chev, Clumsy et Joe Girard n'étaient pas là. Parce que le repêchage précédent, je pense que c'est celui aussi que Joe Girard, qui ne devait pas avoir d'enfant à l'époque, avait acheté une belle Tiburon rouge dans lequel Clumsy avait vomi dedans. Ah oui. Elle était rouge. Il semble qu'elle était rouge. J'avais bleu en mémoire, mais écoute, on va ils pourront nous le confirmer. nous le confirmer. Puis aussi, on a clairement une photo dans la cour
de Pascal avec nos chandails de hockey. Très nerds. On avait mis une belle photo. Mais je me souviens plus de qui était là, dans le sens que je me souviens que Martin Vancouver était là, Dave avec les Islanders était là, Pipo était là, nous, Race, Pascal, c'était chez Pascal. lui. Mais est-ce qu'il y avait d'autres mondes? Il y avait Anaheim qui était là aussi, mais l'ancien DG, dont j'oublie le nom. Mais c'était pas un repêchage où il y avait le plus de personnes sur place. C'est par la suite que je pense que ça a pris plus d'importance, puis ça va nous faire plaisir de revivre les histoires du repêchage de 2009, l'année prochaine, de 2010, dans 2 ans, et ainsi de suite, pour montrer justement qu'est-ce qui distingue la ML des autres ligues. C'est justement ça, c'est notre histoire. C'est nos racines, puis c'est là qu'on apprécie encore plus où on était. Puis souviens-toi, en 2008, là, chez le repêchage, qu'on était là en Gaspésie après. Ah oui, et combien de fois à l'époque, 2008, pas d'iPhone, pas de téléphone intelligent, juste toi puis moi pendant 7 jours, à jaser, à péter, à rouler, à boire, à vomir, dans ton cas surtout. Oui, à reboire, à revomir. Alors c'était quand même très spécial. Puis je me souviens, écoute, quand t'as pas de technologie avec toi, veux pas, t'as pas le choix de te parler. Puis combien de fois qu'on a dit j'ai repêché tel joueur, je me demande dans 5 ans qu'est-ce qu'il va avoir de l'air. Je me demande dans 10 ans. Puis là, ça fait bizarre, tu sais, on est là. Puis 10 ans plus tard, on peut vraiment savoir l'impact du joueur. Il n'y a pas de doute. Un joueur à 28 ans, il est soit bon ou il est mauvais. Là. Il ne reviendra pas à 32. Là. Alors, je trouve que 10 ans, c'est exactement le laps de temps qu'on avait besoin pour vraiment faire un beau recap puis savoir qui a gagné puis qui a perdu dans ce repêchage-là. Donc c'est sûr que c'est un repêchage où des fois il va y avoir des petites anecdotes qui vont paraître parfois être des insights pour ceux qui y étaient. Pour ceux qui n'ont jamais participé à un repêchage, il y a une première atout. On vous invite comme toujours à ce qu'on puisse se rencontrer parce que c'est toujours hautement plaisant de pouvoir aussi en même temps non seulement mettre un visage sur les noms des DG qu'on voit moins souvent, mais en même temps je me rends compte à quel point des DG, des fois, sont complètement différents derrière un écran ou encore en personne. Ça peut être vraiment surprenant même des fois. Et l'occasion de tisser des liens. Exactement. Donc, 2008, Cham, qu'est-ce que tu peux me dire sur ce repêchage-là dans la ML cette fois? Mais avant de parler de qui a repêché qui, parce que ça, tout le monde, on peut le faire en allant sur le site de la ML, j'ai fait des recherches sur quelles ont été les transactions importantes à cette époque-là entre les équipes. C'est pas juste des transactions importantes, des fois j'en ai que j'ai mentionné juste pour vous faire sourire. Ou des noms que j'ai vus que j'ai fait. 10 ans, là, on pense que c'est du temps, mais c'est beaucoup de temps. Alors, si je vous disais, puis regarde pas ma feuille, là, je regarde, je le vois. On a un échange entre Columbus et Washington. Alors que Washington cède son choix de 2e ronde. En retour, et je me souviens d'être dans ton lit à ce moment-là, et ça fait bizarre quand je dis je me souviens d'être dans ton lit. Tu étais sur t'étais sur sa chaise. Je tiens à mentionner qu'il était sur la chaise lorsque j'étais dans le lit. Olaf Kolzig s'amène au Capitals de Washington. Only the goalie pour pallier un jeune Carey Price qui était à peine dans la Ligue nationale à ce moment-là. Et qui était fort possiblement un peu chancelant en début de carrière. Oui. Alors, Only the goalie contre un choix de 2e ronde. J'ai été vérifier le choix de 2e ronde, qu'est-ce qu'il est devenu. C'est là qu'il est intéressant de voir qu'est-ce que tu as donné pour Olaf Kolzig. Alors, ce fut quand même un choix intéressant en Tyler Ennis. Quand même. Donc, Tyler Ennis est une belle sélection. Mais Only the goalie, alors, je pense, joué juste une année pour Washington de mémoire. Oui, mais quelle année? Je suis convaincu j'en suis convaincu. On aurait dû regarder ça. Oui. D'autres noms aussi que j'ai vus dans les joueurs disponibles. Freddie Modine. Le gros bâton. Le gros bâton. 2004. 2000, oui. Tommy Salo, disponible. Marc Denis. J'avoue, il devait être encore analyste. actif. Un autre analyste, gardien de but, Kevin Weeks, était également là. Alors, c'est pour vous montrer des noms comme ça. Ça me fait vraiment sourire. J'ai vu d'autres échanges aussi. Exemple, entre Toronto a été chercher José Théodore. En retour, les Islanders mettent la main sur Dominique Hachek. Quand même. Et le 2e choix Toronto qui est devenu Jake Allen. Juste pour dire. Un gros échange aussi entre Washington et Tampa Bay. Te souviens-tu de ça? Tu échanges Mike Richard à Tampa Bay. Qu'est-ce que tu vas chercher? Et là. Je me souviens, tu m'as appelé, j'étais à Promédia à l'époque. Tu m'as parlé de cet échange-là, j'ai raccroché sur mon cellulaire. On ne pouvait pas se texter quasiment. Je ne textais pas en 2008, honnêtement. Non, je pourrais pas te répondre. Zach Parisé. Oh mon Dieu, ben oui. Oui, Parisé contre Richard. Alors, voilà pour un échange important. Sinon, on en a eu d'autres aussi que je vais y revenir plus tard. Mais c'est juste pour vous donner une idée
des noms à l'époque. Et puis, si tu regardes le classement, c'est difficile à aller voir ça, le classement à l'époque. Tu as seulement le scoring. Bref, on y reviendra plus tard. Où on fera un ajout à ce moment-là en le mentionnant. Ah, mais tu as le scoring de 2009, je comprends ce que tu veux faire. Alors, Washington est là. Comme Jacques Demers avait dit sûrement il y a 10 ans. Washington? Washington? Non? OK. Non. Bref, tout ça pour dire, ça nous remet à l'époque. Alors, la première sélection par Nashville, je te laisse l'annoncer, Lodge. On en a parlé déjà quand même, c'était Steven Stamkos qui était repêché premier au total. Et clairement, le joueur, encore une fois, qu'on pourrait voir comme numéro 1 du repêchage, personne ne serait étonné de ça. Là. Donc, c'était vraiment la sélection à faire. C'était, en bon français, un no-brainer. Oui. Par la suite, il y a eu une transaction entre Minnesota et les Rangers, c'est-à-dire que Minnesota repêchait 3e et s'est avancé au 2e rang. Donc, on a fait un échange de choix, de sélection. Alors, le 2e au total, qui est donné Drew Doughty, ça amène au Minnesota, contre, avec un 4e choix Rangers. En retour, la 3e pick au total et un 3e choix Minnesota. Donc, on a vraiment switché, si on veut, le 4 et le 3. Alors, avec le choix 4e rang des Rangers, le Minnesota a repêché Kevin Poulin, l'homme square, et AJ Jenks a été repêché par les Rangers. Ça n'a pas donné grand-chose. Drew Doughty, évidemment, est devenu le gars talentueux et c'est un peu à cause de toi que je l'ai repêché. J'hésitais beaucoup entre les deux. J'adorais à l'époque Bogosian et son éthique de travail. Oui. Mais tu m'avais dit, et je te laisse dire. Je t'avais dit que tu pouvais pas passer à côté d'un talent comme celui de Drew Doughty, même s'il était réputé pour boire ses canettes de coke. Exact. S'il devenait ce qu'on pensait qu'il allait devenir, tu te mordrais les doigts toute ta vie. Voilà, alors c'est une sélection. Et encore une fois, Drew Doughty est au Minnesota. Est-ce qu'il l'est pour y rester? Là, ça, c'est une autre histoire avec la reconstruction du Wild. Mais ça reste quand même un joueur qui a eu tout un impact pour le Wild au courant de toutes ces années-là. La 3e sélection, on l'a dit, c'est Zach Bogosian. Donc au 4e rang, les Blues à l'époque étaient, disons, de sang pur. Si on se souvient. Ah oui, c'était l'époque où on avait Fox, toujours légendaire Fox, qui voulait n'avoir que des joueurs canadiens. Alors, Tyler Myers, canadien, soit dit en passant, a également habité aux États-Unis. Et, anecdote, Tyler Myers était à la même école primaire que mon beau-frère, alors qu'il habitait à Calgary. Ah oui? Oui. Et ils étaient dans la même année. Ils ont joué au football ensemble. Alors, il m'a annoncé ça hier. Ça fait 5 ans que je connais mon beau-frère. Et il a attendu 5 ans pour me dire qu'il était tout bonnement dans la même classe que Tyler Myers. Et il était ami avec. Quand même. Alors, voilà l'histoire sur Tyler Myers. Et Tyler Myers, je me rappelle que ça avait fait tout sans dire un scandale, mais Fox, il disait c'est la prochaine merveille du monde et tout ça. On en riait beaucoup. Finalement, il a quand même été assez impressionnant là, pendant Souviens-toi de sa première années, saison. Elle était tout feu, tout flamme. C'était incroyable. Il avait fait, je pense, pas loin de 50 points, 48 points en 82 matchs. Donc, on s'était dit, mon Dieu, il fait plus de points que dans la Ligue de l'Ouest. Et puis, cette année-là, Tyler Myers jouait pour Kelowna avant le repêchage. Et Kelowna avait d'ailleurs un autre très bon défenseur qu'on va y revenir un peu plus tard. Je ne sais pas si tu te souviens c'était qui, Lodge. Non, je pourrais pas. On va y revenir. Okay. Alors, au 5e rang, Columbus repêche avec le choix de la Floride. Tiens, c'est intéressant ça. Serais-tu intéressé de savoir quelle était la transaction? Oui, très. OK. Alors, c'est un peu ce qui a commencé les Panthers. Du mauvais pied. Du mauvais pied, mais on pensait à l'époque, on avait crié au meurtre sur cet échange-là. Au moment, attendez, est-ce qu'on peut entendre le bruit de mes feuilles? Je pense que oui. Alors voilà. On avait le premier Floride qui a été échangé en retour du 2e Columbus, du 2e Washington, qu'on a mentionné qui est devenu Tyler Ennis, le 3e Anaheim et le 5e Rangers. Alors, qui a-t-on repêché Columbus avec le 5e choix total? Avec le premier choix Floride. Nikita Filatov. Filatov, qui a d'ailleurs été dit par Alain Chénier, ancien DG dépisteur des Ducks, que lorsqu'il les a rencontrés, Anaheim repêchait, je pense, cette année environ 16e. Et puis il a demandé, il dit, vous êtes à Anaheim, vous? Oui, ok. Vous repêchez où? Ah, 16. Il dit, pourquoi je vous parlerai? Il dit, je perds mon temps, là. Moi je sors top 5, j'ai pas de temps à perdre. Alors, un peu cocky le Filatov, et maintenant il est cocky comme, je sais pas, en allant chercher son papier toilette en Russie, parce que c'est Lucky. Il n'a pas eu une très belle carrière, non. Mais c'était vraiment un joueur boom or bust. Je me souviens, on le voyait vraiment comme la prochaine sensation russe. Ça a été une erreur, mais regarde bien les choix que Floride a sélectionné avec ça. OK. 2e Columbus, Dustin Tokarski, on s'entend, c'est pas la non. Il y a eu son moment de gloire là, avec le Canadien, mais c'est tout.
Ensuite, Tyler Ennis, quand même un joueur maintenant moins bon, mais qui a eu 50 points. Troisième choix, Justin Schultz. Quand même. Très bonne sélection. Et Julien Demers en 5e ronde, que je me souvenais même plus de lui. Alors, quand même, Justin Schultz et Tyler Ennis contre Filatov, quel bel échange, mais point de vue valeur, c'était pas un bel échange. Non, à l'époque, on pouvait pas voir ça. Le 6e choix est un joueur que j'adorais, Cody Hudson. C'était vraiment un joueur sur lequel je fondais tellement d'espoir. À Vancouver, qui est comme dans la Ligue nationale, ma deuxième équipe après le Canadien. Là, j'étais content de cette sélection-là. Quand je l'ai vu. Et c'est pas devenu ce qu'on pensait. Il a été échangé rapidement. Lui, il jouait avec Matt Duchesne aussi junior. Je me souviens les deux ensemble. Ensuite, problème de dos. Ça a fini à 25 ans à peu près pour lui. Il s'est fait racheter son contrat. La 7e sélection par Atlanta, je me souviens, c'est un défenseur que j'avais même considéré à l'époque, mais je m'étais dit, ça c'est un leader, puis ça va vraiment m'aider. Et c'était le coéquipier Tyler Myers à Kelowna, c'est Luke Schenn. Ah oui, c'est ça. Alors Luke Schenn, je pense que son plus grand fait accompli en carrière, je dirais, c'est d'avoir son chandail dans le sous-sol de Clumsy. Oui, c'est vrai. Je dirais que c'est pas mal là. Je dirais que c'est son fait d'armes le plus notable. Alors, on va passer à la prochaine sélection. Luke Schenn, c'est un joueur fiable, mais fiable comme 6e défenseur. Ce qui est juste dommage, c'est que la sélection suivante, c'est un certain Alex Pietrangelo. Par Nashville. Nashville avait été chercher ce choix-là de Pittsburgh, et j'ai d'ailleurs été chercher la transaction entre Pittsburgh et Nashville pour ça. On a fait beaucoup ici d'efforts sur l'émission, ça paraît, le gros budget pour cette émission-là. Alors, on avait été chercher le premier Pittsburgh contre deux choix de 2e ronde, un choix de 3e ronde, puis un choix de 6e ronde. Alors, je nomme les 4 joueurs, parce que l'ordre dans lequel je vais les nommer n'a aucune importance sur leur valeur. Yann Sauvé, qui avait essayé d'ailleurs de cruiser, et à plusieurs reprises, mon ancienne copine, je pense, allait à ta piscine. Allait à la piscine quand j'étais sauveteur dans mon jeune temps, à l'époque où j'avais un corps d'Apollon. Oui. Rappelle-moi à cette époque-là, je me souviens pas vraiment. Du corps d'Apollon, non, c'est de l'époque. Okay. Yann Sauvé venait passer ses étés dans le coin à Châteauguay, puis venait à cette piscine-là. Et souvent, quand il pleuvait, il était là avec quelques autres personnes qui, des fois, venaient passer du temps à la piscine. On jouait à risque pendant toute la journée. Et c'était ce même Total Demeuré qui, quand brassait les dés, fallait qu'il compte les points sur les dés pour être capable de savoir quel chiffre il avait obtenu. Donc, Yann Sauvé, son fait d'arme pour lui, c'est d'avoir joué à risque. Alors, ça va pas bien. Justin Jokinen. Là, je me suis demandé, est-ce que c'est Josie pour le mal appelé? Non, il y a vraiment un Justin Jokinen qui a absolument rien fait. Eric Esberg et Denis Tolpaco, ou je sais pas, même je le prononce mal ou bien, c'est pas grave. Ben écoute, ces 4 gars-là, moi je trouve que ça fait bien du sens pour un certain Alex Pietrangelo. Et c'est là que. Mais c'est facile de voir ça avec le temps. Mais cet échange-là a changé la franchise de Nashville, parce que par la suite, Nashville a échangé Pietrangelo contre un choix repêchage qui a donné Mikko Rantanen, qui est tout feu tout flamme au Colorado. Donc même 10 ans plus tard, on voit Nashville avec Stamkos. Et quand je parle de Stamkos aussi, ça, c'est un joueur qui a changé l'équipe. Stamkos a passé seulement 1 an et demi à Nashville. Il a échangé aux Rangers de New York dans une transaction monstre, alors qu'il a envoyé aux Rangers Stamkos, Danny Severett. Souviens-tu de lui? Je l'ai repêché dans la ville à Nashville. Oh mon Dieu! Un deuxième Nashville qui est devenu Jordan Wheel. Correct, c'est moi qui l'ai aujourd'hui. En retour, Zach Bogosian. Ryan Kessler, qui est devenu le premier choix au total du repêchage 2014. Piquet Subban. Quand même. Le premier Rangers 2010 qui est devenu Ryan Johansson. Alors, Stamkos et Pietrangelo, c'est probablement ce qui fait qu'aujourd'hui Nashville est vu comme une puissance en devenir. C'est encore une fois, 10 ans plus tard, les effets s'en font ressentir. Donc, je trouve ça intéressant de le mentionner. Ce qui m'impressionne, moi, des 2 transactions que tu viens de nommer, qui est celle de la Floride avec Columbus et celle de Pittsburgh et Nashville. Dans les 2 cas, on échange un premier choix qui sont top 10 contre un lot de choix dont le meilleur choix est un choix de 2e ronde. On verrait plus ça aujourd'hui. En seulement 10 ans, là, ça a drastiquement changé. Aujourd'hui, ça crierait encore plus au meurtre si on faisait un tel échange. Non, jamais. C'est sûr et certain que s'il y a un échange avec un lot de choix, il faut absolument qu'il y ait un autre choix de première ronde, simplement pour s'avancer. Mais de ne plus avoir de choix de première ronde, surtout pour un top 10, tu me dirais que c'est un choix 22e au total, j'y croirais déjà plus. Mais top 10, jamais on verrait ça maintenant. Non, jamais. Tu as raison, on a changé. C'est là qu'on voit les DG qui s'améliorent en général.
La sélection suivante, c'est faite. En fait, c'est 2 sélections par San Jose. Dans les 2 cas, ça a été acquis par des transactions, mais avec le choix 9e au total, qui était celui de Buffalo à la base, Chev y est allé de sa sélection qu'on aurait pu prédire cette année-là. Je me rappelle très bien qu'on s'en jasait, toi et moi, et on se disait... C'est presque sûr, San Jose, c'est tel joueur qu'ils prennent, et dès qu'ils ont mentionné son nom, on riait dans notre barbe. On le savait, Carl Beach est un choix typique. Le bœuf de l'Ouest. Le bœuf de l'Ouest, un gars qui n'a pas peur de personne. Mais c'est un gars qui avait beaucoup de talent. Énormément. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné pour M. Non, Beach. mais tu sais, c'est vraiment l'exemple classique du hit or bust. Oui. C'est vraiment high risk, high reward. Là, toutes les belles appellations anglophones qu'on utilise à outrance pour nous parler de joueurs qui sont très risqués, mais que si tu tombes sur le joyau, ben t'en as pour des années à être content de ta sélection. Et Carl Beach n'a jamais joué un match dans la Ligue nationale. Il joue en Autriche maintenant. C'est pas à confondre avec le New Jersey en passant, pour ceux qui comprennent ce que je veux dire. Alors, d'ailleurs, ce choix-là de Buffalo avait été obtenu à l'époque contre Niklas Backstrom, le gardien de but, qui commençait à être pas pire avec le Wild. Et Niklas Backstrom qui a permis à Buffalo de gagner la Coupe Stanley avec Jason Garnott comme joueur de premier centre. À l'époque de Christian Trépanier. Exact. Et avec la 10e sélection, qui était un choix qui a été acquis des Flyers de Philadelphie cette année-là, Chev y est allé d'une sélection, en fait, d'un joueur qui était déjà dans la Ligue nationale, en Tobias Sandstrom. Oui, puis on trouvait que c'était le repêché quand même tôt, mais quand on regarde la caractère Sandstrom a eu, c'était un super beau choix de 10e au total. Il aurait très bien pu sortir 4e au total, que c'est parmi les meilleures sélections du repêchage. Exact. Donc, Sandstrom, toujours dans la Ligue nationale, peut-être pas avec le même impact, là, vient de signer avec le Wild Money League avec les agents libres, mais ça reste un défenseur qui a eu un très bel impact au fil des années, donc belle sélection. Et mettons par rapport aux autres sélections qui viennent, parce qu'évidemment on passera pas à travers les 7 rondes, là, vous avez bien compris qu'on fera pas ça, mais c'est quoi les autres grands coups que tu pourrais dire qu'on a retrouvés dans le repêchage de 2008? Ben, j'ai pas le choix de vous parler d'un joueur qui a été mal appelé 25e au total, Erik Karlsson, avec un Karlsson avec un C à la place d'un K. Je me souviens à peine de lui au repêchage. Je me souviens, on en parlait un peu comme un joueur très frêle, avec un certain talent, mais pas plus qu'il faut. Puis il est devenu à peu près le meilleur défenseur offensif de la Ligue nationale. Donc Erik Karlsson est clairement un choix des Islanders qui était fort. Je me souviens aussi, Jordan Eberle, 22e, c'était un beau choix. Et John Carlson, 29e par Tampa Bay, c'est une superbe sélection. Mais sinon, quand on regarde le reste, c'est là qu'on réalise qu'un choix de première ronde, on en parle souvent comme quoi c'est une valeur. Mais en dehors du top 10, là, un choix de première ronde, c'est souvent un guess. Je regarde les gars, Zach Boychuk, Zach Dalpe, Del Zotto. OK, Josh Bailey, c'est bien. David Tave n'a jamais joué. Jared Stahl, l'autre frère, c'était le repêchage des frères. Douteux. Mathias Tedemby, Michael Stefanovic, que joue pour les Remparts. C'est ça, il n'a pas remporté grand-chose. Lucas Bissa, Tyler Kuma, je pensais qu'il allait devenir bon. Fabias Blomstrom, c'était vu comme l'Européen en feu, un peu le Panarin qui n'a pas panariné, si on veut. Chet Pekar, on le voyait comme un bon gardien. Nicolas Deschamps, on le voyait juste pas. Ouais, voilà. Donc, je te dirais, on nomme sur les 20 gars, peut-être entre 10 et 30, il y en a peut-être 5 d'impact, puis 15 de son bon Scrabble. C'est ça qui est quand même marquant. C'est de voir à quel point un choix de première ronde, ça peut être une vedette, comme ça peut être un nobody, non? Puis dans les rondes un petit peu plus loin, est-ce que tu as ressorti des coups particulièrement fumants? Oui. Alors en deuxième ronde, Minnesota, c'est pas des coups fumants, mais juste des belles sélections. Et là, c'est encore là pour vous faire réaliser, peut-être que c'est une belle réflexion à 2 semaines du repêchage, de regarder c'est quoi les probabilités que je repêche bien ou pas avec des choix au repêchage. Puis souvent, on prend ça très au sérieux, puis c'est correct parce que je le prends ça très au sérieux, puis je veux faire le mieux que je peux, mais je me rends compte que c'est pas facile de faire le mieux. Alors, en deuxième ronde, on avait repêché Jake Gardiner, Tyler Ennis et Jake Allen. Sur les 30 choix, ce sont les 3 gars que j'ai trouvés comme étant des gars d'impact. Et honnêtement, soyons francs, sur ces 3 gars-là, aucun est devenu un joueur d'impact de manière fulgurante. Jake Gardiner, sa première saison de 50 points en défensif cette année. C'est quand même très bien. Jake Allen était numéro 1, toujours encore, mais un peu shaky. Tyler Ennis a eu ses moments forts, mais là, il ne vaut plus rien en ce moment. Non, c'est ça. Donc, on parle de 3 bons gars,
Mais sinon, c'est des Jacob Markstrom, des Matthew Calvert. Tu sais, c'est des gars corrects, mais c'est pas des gars d'impact. Puis dans les rondes les plus éloignées, là, disons, est-ce qu'il y a eu des sélections impressionnantes dans les rondes C'est là que ça devient 5, intéressant. 6, 7? C'est là que ça devient intéressant. OK, troisième ronde, on n'en parle pas. Sur les 30 gars repêchés, Yann Merson, Niklas Hjalmarsson qui est devenu le joueur. Sinon, honnêtement, Jimmy Hayes peut-être, là, mais vraiment rien. Sur toutes les 30 choix, là, c'est fou. Mais la quatrième ronde, je ne sais pas si tout le monde en troisième ronde, je ne sais pas si Race était parti avec son beef jerky au dépanneur, puis il y a eu quelque chose qui s'est passé là. Mais en quatrième ronde, il y a eu un effet incroyable. Donc, OK, c'est pas Marc Barberio qui était le choix fort ou Kevin Poulin, mais Derek Stepan était repêché par Détroit. La Floride, il va avec Travis Hamonic. Calgary, il va avec Yemi Benn. Ça, c'est tout un choix qui a ensuite échangé contre Taylor Hall. Ottawa, qui était à l'époque le frère, je pense, le frère, et Dave Côté, pour me corriger, frère de Dave Côté, Brandon Oldby. Et c'est Dave qui aurait dit à son frère, prends-le. Ensuite, Patrick Maroon par Calgary, Brian Elliott par Chicago, Alec Martinez par Vancouver, Roman Josi par Columbus. Ah, ne m'en parle pas. Et Edmonton, il va avec Voinov aussi, qui a eu une belle carrière, sauf qu'il a décidé de battre sa femme, donc carrière un peu plus limitée. Mais la quatrième ronde, il y a 4, 5, 6, 7, 8, 9 belles sélections sur 30. C'était vraiment... je pense pas qu'on va revoir ça. Autant de beaux joueurs là, comme ça, c'est rare. Ensuite, en cinquième ronde, encore une belle ronde. Antti Niemi, qui a récemment signé avec le Canadien, mais ça a été un gardien de but numéro 1 avec San Jose, puis il a bien fait, puis avec Chicago, puis il a gagné la coupe. Adam Henrique, Wayne Simmons, le Night Train, par San Jose. Arizona a repêché Zach Smith. C'est là qu'on se rend compte que Zach Smith, quand je le mentionne, il ne faut quand même pas qu'il y ait grand-chose. Dans le sens que c'est un joueur correct, mais c'est pas un joueur d'impact non plus. Sixième ronde, Matt Molson par Calgary. Voyez-vous, Calgary, Matt Molson a repêché également Ben, Patrick Maroon, Barberio, et il a fait un échange aussi que j'ai été voir. Écoutez, j'aime la Money League. Donc, des fois, quand j'ai rien à faire, c'est-à-dire souvent, j'ai pas encore d'enfants, donc c'est pour ça. A fait un échange quand même très intéressant. On avait été chercher, attendez, là, mes feuilles se promènent, James Neal, OK, qu'on a été chercher, et en retour, on a donné Martin Skula contre James Neal. Martin Skula, à l'époque de Raymond Bourque avec l'Avalanche, était vu comme le jeune, l'élève de Raymond Bourque, et finalement, il n'aura pas fait ses devoirs. Parce qu'il n'y a pas eu de visiblement, il a passé beaucoup de temps en retenue. Exact. Mais James Neal, donc dans un même repêchage, on fait un échange pour chercher James Neal. On a Ben, on a Maroon. Écoutez, ça n'a pas de bon sens. Là. Pour Calgary, c'est probablement une des raisons qu'on a gagné la Coupe après ça. Et Matt Molson également. Donc, ce fut ça. Et en sixième ronde, j'ai noté pour toi un beau choix par les Hurricanes, mais qui a été changé directement au Minnesota. Tyler Gron, attaquant d'une épopée. Lui, Tyler Gron, appartient en ce moment à Vegas, je tiens à mentionner. Et on a également eu... en fait, je me posais la question en ronde numéro 7. Est-ce que TJ Miller, c'est GT Miller? Bonne question. Parce que ça fitterait dans les âges, mais en regardant ça, TJ Miller c'est également un acteur qui a joué dans Deadpool. Ça doit être J.T. Miller, oui. Marc, non, parce qu'il se ressemble que... Non, c'est pas le même. Ah, d'accord. C'est pas le même. 2011. Non, alors non, c'était pas le même. Ça semblait une mauvaise sélection, mais finalement, c'était comme tous les autres choix de 7e ronde, c'est-à-dire un choix de marde. Et en 7e ronde, Yori Leterra par la Floride. Oui, j'ai vu ça aussi passer. Et l'autre grande sélection par Atlanta, juste pour vous vieillir, je dis Atlanta et non Winnipeg, George Parros. Ah, George Parros, mais il était déjà un joueur Ligue nationale. Oui, et qui est maintenant, d'ailleurs, le préfet de discipline de la Ligue nationale. Alors voilà, je vous dirais, ce sont les faits marquants du repêchage de 2008. Donc ça, c'est les faits marquants au niveau du repêchage des joueurs comme tel. Fait marquant maintenant, où est-ce qu'on est sorti ce soir-là? Parce que évidemment, pour ceux qui sont des néophytes du repêchage, tout bon draft se termine habituellement par une soirée des plus dévergondées. Et oui, alors cette année-là, on avait suivi Pat D'Anaheim, mais pas le Pat Reich actuellement, un autre Pat. Est-ce que c'est Pat Maroon? Vous pourrez nous aider à ce niveau-là. Ou Pat Murray.
Puis, on avait été, je pense, corrige-moi si je me trompe, mais notre endroit, c'était le Folichon. Le Folichon, c'est exactement bien, ça. le Folichon? Oui. Et puis, on a une belle histoire par rapport au Folichon. On était avec Pat et je pense que Pat avait même quitté. Ça se peut. Ah oui, avec quitté. Pascal devait être avec nous. Non, même pas. Non, même on pas. était juste les 4 gars, c'est-à-dire toi, moi, Race et Jerry. D'accord. Et à l'extrémité de la table, il y avait Race et toi. Oui. Et moi et Jerry, on était très heureux d'être Au centre. Alors, il est arrivé 2 jolies demoiselles. Bien, j'imagine, payées par l'établissement. Bien, je ne sais pas, mais payé assurément. Alors, ils cherchaient du boulot, je présume. Oui. Et puis Race les a accueillis, ma foi, bras ouverts. Oui, comme un grand gentleman que seul lui peut... Allez-y, mesdames, venez ici. Oui, venez, mesdames, je vais vous faire la cour. Voilà. Et puis, après une conversation mondaine, d'environ 5 minutes, il y a une femme qui voulait t'inviter. Oui. Dans son... comment on appelle ça? Isoloir. Son isoloir, merci, dans son isoloir. Oui. Et puis, elle l'a dit de manière poétique. Toujours. Alors, premièrement, elle t'a touché le chest. Oui. Un pet. De façon vigoureuse. Très vigoureuse, comme je te frappe le chest. Oui. Et elle t'a dit, je te laisse le dire. Elle m'a dit, et je vous cite, « Toi, t'aimes ça, chaud de cul? Parce que moi et puis ma chum, on te fait des astis de bons chauds de cul. » Alors ça, c'était, oui, une phrase qui est devenue mythique dans notre cercle d'amis par la suite, les chauds de cul. Ah oui. Et d'ailleurs, on parle de la Gaspésie. Oui. Combien de fois, pendant qu'on était en Gaspésie, alors qu'on conduisait, soit toi ou moi, on surprenait l'autre en le frappant le chest en disant « T'aimes ça, chaud de cul? » Alors, c'est resté là. Et par la suite, si tu te souviens bien, justement, tu es en Gaspésie. Oui. Et c'est là aussi qui est né un moment important, je pense, pour l'histoire de la Money League, oui, sans vouloir se vanter. Non, mais on parle pas quand même du fait que ta Géométro 98 a malheureusement vendu l'âme en Gaspésie et que tu l'as vendu à un garagiste 30 minutes, ça. pour 200$ Oui. avec lesquels on s'est acheté des billets de bus où on a fait toute la vallée de la Matapédia avec un groupe de déficients intellectuels. Oui, et c'est Ça, pas des blagues. c'est pour une autre histoire. Mais on parle plutôt de la naissance d'un MLC Fort. Oui, exact. C'est là qu'on parlait parce qu'on avait une tente. Je me souviens, on dormait dehors la plupart du temps. C'était avec une tente. Oui. Puis là, on se disait, ça serait tellement le fun. Puis il y a comme ce site web qui s'appelle YouTube. Puis ça serait le fun d'exploiter ça, puis de pouvoir montrer des vidéos. Puis tu étais beaucoup plus technique que moi, puis je te posais des questions comme comment qu'on fait ça, puis avec quel équipement, parce que ça va nous coûter 5 000 $. Parce qu'à l'époque, un équipement de caméra, personne n'avait de cellulaire en disant oui, on fait MHD. Là. Non, pas du tout. Non. Alors, c'est là qui est vraiment, pendant ce voyage-là d'une semaine, on a parlé à tous les jours de comment on pourrait justement amener la ML comme pour faire sentir les DG comme étant dans leur propre Ligue nationale. Oui. Puis il faut se dire, égoïstement parlant, nous, c'est le fun aussi parce qu'on sent dans notre propre émission de télé ou notre propre émission de radio. Puis on voyait, quand on avait 20 ans à l'époque, mais on trouvait que c'était quelque chose de, entre guillemets, révolutionnaire à notre façon. C'était gros il y a 10 ans. Puis c'est ça, mais je me rends compte à quel point c'était énorme dans le temps aussi de faire ça parce que YouTube n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Vraiment pas. Puis c'est pour ça que ça nous prenait des heures et des heures. Les ordinateurs n'étaient pas assez puissants pour faire du montage vidéo nécessairement non plus. Ça nous prenait énormément de mémoire. Puis c'est ce qui faisait en sorte que il y a une année que j'avais pas pu le finir parce que c'était rendu trop long et tout ça. Puis on a récupéré la formule radio un petit peu suite à tout ça. Mais de nos jours, ce serait probablement quelque chose de plus simple à réaliser, beaucoup plus facilement du moins. Plus facile. Rappelle-toi, la dernière vidéo qu'on a fait, on a pris mon téléphone, on l'a mis là, on a filmé, puis tu as fait un montage, ça t'a pris, je pense, 2 heures. Oui, et la qualité de l'image était de loin supérieure à ce qu'on avait il y a 10 ans, avec pourtant une caméra vidéo. Exact. Alors, c'est juste pour vous montrer comment 10 ans, ça l'a changé. Puis pour moi, 2008, je suis content d'avoir commencé l'émission à ce moment-là, sur le recap, parce que je pense que 2008, c'est le moment où c'est que la Money League est passée d'une bonne ligue à une ligue encore plus sérieuse. Ouais, ben c'est sûr que c'était une ligue qui, à l'époque, venait juste, ça fait quoi? 4e saison. C'était sa 4e saison, elle avait même pas encore fait ses 5 ans, mais je pense effectivement que c'est une ligue qui a toujours besoin. Les premières années, il n'y a personne qui ose réellement échanger. En fait, tout le monde accepte beaucoup plus d'échanger des choix, des jeunes joueurs, parce qu'on veut gagner maintenant, parce qu'on ne sait pas si la ligue va rester en vie à long terme. Tandis que là, quand une ligue commence à avoir 4e, 5e année et tout ça,
Après, on comprend qu'on est beaucoup plus prêt à échanger, en fait, à garder nos jeunes joueurs, nos choix, pour y aller sur du long terme. Ah oui, clairement. Donc, c'est ce qui a changé la Ligue. Puis, c'est un plaisir, honnêtement. C'est un privilège de pouvoir revenir 10 ans plus tard et pas d'avoir encore des gens qui s'y intéressent. Puis, encore plus, puis on le vu avec le deuxième trade deadline, l'intérêt qui est là. Oui. La Money League n'a jamais été aussi forte. Mais il faut garder cette attitude-là puis continuer. Puis, ça va être un plaisir dans 10 ans de dire hey, qu'est-ce qu'on a fait en 2018 Oui. Hein? Est-ce que Rasmus Dahlin est devenu le joueur qu'on pensait? Ou est-il Flop. devenu... Ah, ben là, écoute, C'était on verra ça dans 10 ans, on écoutera ça. Donc, cher DG, j'espère que vous avez apprécié vous faire un petit peu ramener quelques bons souvenirs pour ceux qui y étaient ou encore simplement vous faire sourire avec des noms que vous n'aviez pas entendus depuis l'époque de Mathusalem. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle formule qu'on va tenter de rendre, de récidiver ça à chaque année, en fait, de pouvoir vous faire un espèce de récapitulatif comme ça 10 ans plus tôt de notre repêchage. Oui, puis je vous dirais, pour les gars qui se souviennent de 2008, ramenez-vous nos anecdotes. Allez-y sur le forum, écrivez les choses. Qui était là, la photo qu'on a prise dans la cour de chez Pascal. Montez-la sur le forum, ça serait le fun à regarder. Exactement, donc on vous souhaite une très bonne fin de soirée, une bonne préparation de repêchage. On se revoit pour ceux qui y seront à Trois-Rivières.